L'eau, voilà bien un élément qui nous fascine, qui nous attire. Nous aimons nous promener au bord de l'eau, nous aimons son bruit. Et c'est peut-être parce que nous sommes en fait composés d'une grande partie d'eau. La masse hydrique pour une femme est située entre 45 et 60%, et pour un homme entre 50 et 65%. Donc une très grande quantité d'eau présente à l'intérieur de notre corps et une fascination dès lors bien normale, comme ici la petite fontaine de mon jardin, qui change toute son atmosphère. Et pourtant, malgré que ce soit un élément constitutif majeur de notre corps, nous prêtons très peu d'attention au fait de nous hydrater. On entend bien dire qu'il faut boire 1,5 litre à 2 litres par jour, et puis nous n'y prêtons plus aucune attention pour le reste. Or, le fait que nous respirions, que nous transpirions, que nous urinions, nous fait perdre évidemment de l'eau, donc il faut réapprovisionner. On considère que le volume d'eau total du corps est renouvelé ainsi totalement tous les 50 jours. Et c'est comme avec tout, quelle est la qualité du carburant que nous mettons dans le moteur ? Alors, s'hydrater étymologiquement, ça veut dire boire de l'eau, s'approvisionner en eau et en rien d'autre. Les autres boissons ne sont en fait pas hydratantes. Certainement pas les excitants tels que le café et l'alcool qui font un apport d'énergie très rapide, soit du sucre pour l'alcool, soit de la caféine pour le café, et qui viennent en fait réveiller et puis pomper très rapidement sur l'énergie yin. Donc, seule l'eau hydrate. Concernant le thé, Jean Pélissier, qui est un homme très respectable et très instruit en médecine chinoise, dit que le thé en fait hydrate mieux que l'eau. Je n'en sais rien. La propriété du thé, préférable à celle du café, c'est qu'après une infusion, il n'y a plus de théine. Et donc, on peut effectivement en boire sans ajouter de l'excitant dans le corps. D'autre part, on sait aussi que le thé vert japonais, par exemple, pris en trop grande quantité, finit par déminéraliser. Donc, comme avec tout, pas d'excès, et le meilleur hydratant reste, je pense, l'eau. Si nous reprenons notre cadre de réflexion orientale pour voir ce qu'on dit à propos de l'eau, eh bien, nous voyons que ce n'est probablement pas un hasard si, quand on parle de l'estomac, on dit que c'est le réceptacle de l'eau et des graines, c'est-à-dire de la nourriture liquide et de la nourriture solide. Mais on mentionne bien l'eau. Et on ajoute même l'eau et les céréales sont la racine de l'être humain. Et également, on dit que l'estomac et la rate sont la racine du ciel postérieur, c'est-à-dire de notre existence terrestre. Et donc, quand on parle d'enracinement, on a parfois tendance à imaginer des choses très spirituelles ou très terrestres, mais en fait, le premier enracinement est celui qui est assuré par une bonne nutrition, une bonne absorption de l'eau et de la nourriture solide, et cet enracinement est assuré par l'estomac. Une deuxième relation que nous observons, c'est par rapport aux 5 éléments. Les reins sont clairement associés à l'élément eau, et là nous avons la relation entre les reins et le cœur, où le feu du cœur descend et réchauffe l'eau des reins qui est vaporisée et qui remonte. Trop de feu, ça n'est pas bon, trop d'eau, ça n'est pas bon. Donc il y a cet équilibre, cet échange permanent également entre l'eau et le feu, cette fois sur l'axe vertical du schéma des 5 éléments. Et puis, il y a cette relation entre les reins et les poumons, dont nous avons déjà parlé à propos de la respiration, où nous disions que les poumons envoyaient l'inspire qui était agrippé en bas par le rein. Mais quand on regarde en fait dans les schémas, on voit que la fonction première, rein-poumon, n'est pas la fonction de la respiration, mais la fonction de l'eau et de l'échange qui peut se faire entre ces deux organes à propos de l'eau. Un petit peu comme le diagramme d'un arbre où on verrait que les racines sont les reins et la couronne de l'arbre c'est les poumons. Et d'ailleurs, dans le cas d'un arbre, c'est la même chose. Il n'y a pas qu'un échange de gaz entre l'atmosphère et les racines, il y a également un échange d'eau assez important.
Donc, fonction première, les reins gouvernent l'eau, les poumons sont la voie supérieure des eaux, les poumons font descendre les liquides troubles, les reins font remonter les liquides clairs et cette interaction est fondamentale. Ce qui est merveilleux, n'est-ce pas, c'est de constater combien tous ces mouvements complexes d'énergie avaient été décrits minutieusement au cours des siècles d'élaboration de la connaissance par des personnes qui ne possédaient pas d'instruments pour ce faire. Donc voilà. Le cadre étant de nouveau placé, bien nous avons compris qu'il est hyper important de boire de l'eau et de boire de la bonne eau. Et c'est justement là que ça coince et que ça a toujours un petit peu coincé. Déjà au Moyen-Âge, dans nos régions, on sait que si les moines dans les abbayes se sont mis à brasser et à distiller toutes sortes de breuvages, c'était parce que c'était compliqué de trouver de l'eau qui soit saine. Et donc le fait de brasser, de porter à ébullition, permettait d'assainir l'eau. L'approvisionnement en eau a toujours été problématique. Inversement, on a un petit peu l'effet inverse, c'est que l'eau qu'on puise est assainie, cette délicieuse odeur de chlore qui sort du robinet quand on ouvre le robinet. Donc on a de l'eau potable, mais qui est assainie, qui nous empêche de tomber malade, mais qui en même temps ne va pas vraiment nous hydrater parce qu'elle n'est pas de bonne qualité. Donc on est passé en quelque sorte d'un extrême à l'autre. Le seul conseil est donc celui-ci, buvez de la bonne eau. Et la question, c'est de savoir où trouver de la bonne eau. En Belgique, l'eau des sources naturelles a été confisquée au profit d'intercommunales et de sociétés de distribution. Donc il reste quelques endroits où on peut encore aller puiser de l'eau naturelle à la source parce que c'est la meilleure eau. Je me souviens d'un séjour en Suisse dans une abbaye entre-temps privatisée qui s'appelait Fontaine-André. Et là, il y avait une eau de source naturelle qui surgissait très abondante. Et dans le ressenti du corps, c'était vraiment l'envie de boire cette eau, se lever, de boire cette eau en quantité même assez importante parce qu'on sentait qu'elle faisait du bien et qu'elle hydratait, ce qui n'est pas vraiment le cas avec l'eau qui est disponible actuellement dans nos pays. Il y a également des sources d'eau thermale comme à Spa, vous pouvez essayer la grosse bec pour faire du thé vert japonais, c'est absolument étonnant. Donc dans le parc des sources, on a des sources en libre accès, mais c'est de l'eau thermale, on ne peut pas boire ça pour une consommation quotidienne. C'est quelque chose qui soigne réellement et qui a donné toute une culture du thermalisme, du soin par les vertus de l'eau et des minéraux qu'elle contient. Mais bon, ça, c'est pas pour une consommation quotidienne. Ce n'est pas innocent quelle eau on consomme si on réfléchit justement à ce lien qu'il y a avec entre l'élément eau et les reins et la fonction des reins qui est l'énergie innée, le jing, mais aussi la fertilité. Maître Kawada nous disait ainsi que le fait que la fertilité baisse dans bon nombre de pays était dû à la mauvaise qualité de l'eau. Le lien est en soi logique, et donc ce ne serait pas étonnant et cela redit l'importance de consommer une eau de qualité qui sort de terre et qui est potable. L'eau est omniprésente à cause des montagnes. Il y a énormément de sources qui jaillissent partout, sources thermales, mais aussi sources d'eau potable d'excellente qualité. L'eau fait partie du rituel des temples shinto. À l'entrée de chaque temple, vous avez un endroit pour vous purifier les mains et la bouche avant d'aller rendre visite au kami. Vous avez également le rituel du misogi, qui est la purification, le nettoyage du corps en se trempant dans l'eau. Et vous avez aussi la qualité du récipient qui accueille l'eau, ainsi boire l'eau de la source près de la cascade de Nachi dans le récipient frappé du chrysanthème royal est une expérience absolument étonnante.
Bref, ce que je veux dire par là, c'est que l'eau de qualité bue en quantité suffisante et en conditions adéquates est absolument quelque chose à rechercher. Et donc s'il y avait un combat à mener, ce serait celui-là pour que nous gardions notre eau naturelle et que nous gardions l'accès à notre eau naturelle. Voilà au terme de ce Gofunkan, donc lorsque nous parlons de l'eau, nous sommes évidemment dans la thématique du shiatsu. Le shiatsu concerne la vie dans sa totalité, l'écoulement de l'énergie dans le corps, l'écoulement de la vie. L'analogie avec l'eau déjà s'impose. Et puis nous nous trouvons sur deux terrains finalement, l'énergie acquise, hein, le fameux Eiki, écrit de deux façons. Nous avons parlé de la respiration qui est pour 50% l'apport d'énergie acquise. Maintenant, l'alimentation qui est pour 50% également l'énergie acquise. Donc l'énergie dont nous avons besoin au quotidien pour vivre et fonctionner. Le ciel postérieur, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on fait bien la différence dans l'énergie nutritive entre l'eau et les céréales, c'est-à-dire la nourriture solide. Donc là, l'aspect de l'eau n'est certainement pas à négliger. Et le fait de remettre notre attention là-dessus est important. L'eau, c'est également l'énergie innée, c'est-à-dire le ciel antérieur, les reins. Les reins sont associés à l'élément eau. Et là également l'émotion de peur, n'est-ce pas? L'émotion de peur, si on considère que, un petit peu à la façon jungienne, l'inconscient qui est l'océan profond et la conscience quelques îles au milieu, eh bien cette peur que peut inspirer l'inconnu, l'inconscient, le sombre, est liée évidemment également à l'élément eau et donc est lié au rein. Et le climat de peur ambiante certainement affaiblit beaucoup les reins. Donc, outre le shiatsu qu'on peut exercer sur les reins pour travailler l'immunité, il est évident que ce qu'on leur donne à boire et la qualité de ce qu'on leur donne à boire, la qualité de l'élément eau qui circule dans le corps va être très importante aussi. On peut continuer à l'infini avec, il y a des tas de points qui sont en rapport avec l'eau, les points chou, différentes qualités d'eau, des points qui portent le nom de l'eau. Le sujet est évidemment très très vaste, on va s'arrêter là et simplement considérer que la circulation de l'énergie est semblable à l'écoulement de l'eau. Vous savez qu'une eau stagnante est impropre à la consommation mais permet le développement de toutes sortes de formes de vie. Tandis qu'une eau qui s'écoule et qui est claire, naturelle, est plus vivante et également plus propre à la consommation de tous les jours. Voilà, je vous souhaite dans cette fluidité une excellente journée et je vous dis à bientôt pour le prochain Gofunkan.